On va plonger aujourd'hui dans l'histoire incroyable de la Maison de Bourbon. C'est une famille qui n'a pas seulement régné sur la France, mais qui a réussi à placer ses membres sur les trônes de toute l'Europe. C'est une saga de pouvoir, de guerre et d'une influence qui, on va le voir, est loin, mais alors très loin d'être terminée. Tiens, pour commencer, une petite question. Regardez bien ces deux monarques européens actuels. Le roi Philippe VI d'Espagne d'un côté et le grand-duc Henri de Luxembourg de l'autre. Ils règnent sur des pays différents, parlent des langues différentes et pourtant, ils partagent un héritage commun qui remonte à des siècles. Une idée de ce que ça peut être ? Eh bien la réponse elle est assez folle. Ils sont tous les deux des Bourbons. Oui, les Bourbons. Cette dynastie qu'on imagine 100% française a en fait des racines qui s'étendent sur plus de 5 siècles et qui sont toujours bien vivantes aujourd'hui. Et ça pose une question immense. Comment une seule et même famille a-t-elle pu tisser sa toile sur tout un continent ? Alors, pour piger comment ils en sont arrivés là, il faut faire un petit retour en arrière. Avant les palais dorés et les empires, il y avait juste un château. Voici comment de simples seigneurs de Bourbon sont devenus les maîtres de la France. Leur ascension, franchement, c'est un modèle de patience et de coups de génie stratégique. Tout commence en 1272, avec un mariage bien senti qui leur donne le nom et les terres de Bourbon. En 1327, ils grimpent en échelon, ils deviennent ducs. Mais le vrai coup de maître, c'est en 1548. Antoine de Bourbon épouse la reine de Navarre. Leur fils, Henri, naît donc déjà avec une petite couronne sur la tête. Et c'est ce détail qui va tout changer quand, en 1589, coup de théâtre, le trône de France se retrouve subitement vide. Pour comprendre la suite, il faut connaître une règle du jeu. Mais alors, la règle d'or de la monarchie française, la loi salique. C'est une loi super ancienne qui dit en gros une chose très simple. Les femmes, interdit de régner. La couronne ne pouvait passer que d'un homme à un autre. C'était la clé et les Bourbons étaient sur le point de l'utiliser. Et là, accrochez-vous bien, parce que le scénario qui se déroule est digne d'un film. La dynastie au pouvoir, les Valois, s'éteint. Plus aucun héritier mâle direct. À cause de la loi salique, on sort les arbres généalogiques et on remonte pour trouver le plus proche cousin par les hommes. Et qui trouve-t-on ? Henri de Bourbon, roi de Navarre. Un lointain, mais alors très lointain cousin, au 22e degré. C'est fou. Seul petit hic, mais un hic de taille, dans une France ultra-catholique, Henri était protestant. Face à un pays déchiré par des guerres de religion, Henri, qui était tout sauf bête, a vite compris le dilemme, sa foi ou le trône. Il a fait un choix pragmatique. En 1593, il se convertit au catholicisme avec cette phrase légendaire « Paris vaut bien une messe ». Ça lui a ouvert les portes de la capitale. Et 5 ans plus tard, il signe l'Édit de Nantes, un texte incroyable pour l'époque qui donne la liberté de culte aux protestants. La paix revenait enfin. Bon, Henri IV a remis la France sur pied. Mais ses successeurs, et surtout son petit-fils, le fameux Louis XIV, vont bâtir sur ses fondations un pouvoir royal plus fort, plus centralisé que jamais. Bienvenue dans l'âge de l'absolutisme. 72 ans. Répétez ce chiffre. 72 ans. C'est la durée du règne de Louis XIV. C'est un des plus longs règnes de toute l'histoire de l'Europe. Pendant tout ce temps, il n'a pas juste régné sur la France, il est devenu la France. Il était l'incarnation vivante du pouvoir absolu. La vision de Louis XIV, elle tenait en 3 points. D'abord, un roi, c'est-à-dire lui, et seulement lui. Il s'est débarrassé de son Premier ministre et il décidait absolument de tout, de la guerre jusqu'à la moindre décoration à Versailles. Ensuite, une loi. Fini le bazar des centaines de lois locales qui changeaient d'une région à l'autre. Il voulait que sa volonté, la loi du roi, s'applique partout pareil, du nord au sud du royaume. Et pour finir, une foi. Pour lui, pas d'unité du royaume sans unité religieuse. C'est là qu'il a pris la décision la plus dure, la plus controversée de son règne. Il a annulé l'édit de Nantes, mettant fin à la tolérance et poussant des centaines de milliers de protestants à fuir le pays. Ok, mais concrètement, comment il a fait pour accumuler tout ce pouvoir ? Sa stratégie était redoutable. Il a mis de côté les grandes familles nobles, en choisissant ses ministres parmi les bourgeois, qui lui devaient tout. Il a transformé ces nobles, autrefois si turbulents, en simples courtisans qui se battaient pour un regard du roi dans la cage dorée de Versailles. Et enfin, il a fait de l'armée une force professionnelle, unie, qui ne servait plus des seigneurs, mais l'État. Sauf que, un pouvoir aussi absolu, ça a ses limites. Et l'édifice des Bourbons, aussi brillant soit-il, va commencer à se fissurer avant de s'effondrer de la manière la plus spectaculaire qui soit. Tout commence à déraper avec Louis XV et ses dépenses folles qui vident les caisses. Son petit-fils, Louis XVI, hérite d'un pays en faillite et va payer le prix fort, la guillotine en 1793. Après Napoléon, les Bourbons reviennent au pouvoir, mais comme on dit, ils n'ont rien appris ni rien oublié. Et en 1830, une nouvelle révolution chasse le dernier roi Bourbon de France, Charles X. Cette fois, c'est vraiment la fin, du moins en France. Alors, on pourrait croire que c'est la fin du jeu pour les Bourbons. Perdre la France, c'est game over, non ? Eh bien, pas du tout.
car pendant que la branche française s'effondrait, la dynastie avait déjà essaimé un peu partout en Europe. Leur secret ? Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien avant la Révolution, le petit-fils de Louis XIV, Philippe, était devenu roi d'Espagne, fondant une branche qui règne encore aujourd'hui. D'autres branches ont pris racine en Italie, à Naples, ou dans de petits duchés comme Parme. Donc oui, perdre la France, c'était un coût énorme. Mais la famille, elle, avait déjà un plan B et un plan C. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, à aujourd'hui, et à une situation qui est, pour le moins, complexe et absolument fascinante. Alors, faisons le point aujourd'hui. Les Bourbons sont sur le trône en Espagne et au Luxembourg. Mais il y a aussi d'autres branches, comme les Bourbons de Sicile ou de Parme, qui ont perdu leur trône au XIXe siècle, mais qui existent toujours. Et puis bien sûr, il y a le cas français, un vrai casse-tête. Et c'est là que ça devient complètement fou. En 1883, le dernier descendant direct des rois de France meurt sans enfant. Logiquement, ça aurait dû être la fin du chapitre. Mais pas du tout. Ça a déclenché une querelle de succession incroyable, une bataille passionnée pour une couronne qui n'existe même plus. En gros, il y a deux écoles, deux clans qui se déchirent. D'un côté, les légitimistes. Pour eux, la règle est simple. On prend l'aîné de toute la famille Bourbon, peu importe sa nationalité. Et ça, c'est Louis de Bourbon, de la branche espagnole. De l'autre côté, les orléanistes. Eux soutiennent Jean d'Orléans parce que sa branche est toujours restée française. C'est une rivalité digne du Moyen-Âge, qui se joue en plein XXIe siècle. Alors, au final, que retenir de toute cette histoire ? D'un simple mariage dans un coin perdu de la France médiévale jusqu'au trône d'aujourd'hui, en passant par le luxe de Versailles à la lame de la guillotine, l'histoire des Bourbons, c'est un résumé incroyable de l'histoire de l'Europe. Ils ont connu le pouvoir absolu, la révolution, l'exil, la résurrection. La question qui reste est fascinante. Pour une famille qui a survécu à tout ça, quel peut bien être le dernier chapitre ?